a servi pendant 8 ans comme administrateur titulaire et depuis le mois d'octobre dernier, vous êtes à la disposition de votre pays. Nous imaginons que votre participation à la conférence nationale sera essentiellement économique. Alors, vous êtes au chevet d'un malade qui s'appelle Congo, mais un malade, avant de le soigner, il faut d'abord savoir de quoi il souffre. Alors, de quoi souffre le Congo? On sait que, bon, on a évoqué des causes exogènes, baisse du prix du baril du pétrole, baisse du cours du dollar, etc. Mais il y a des causes endogènes. Qu'avons-nous fait dans ce pays pour qu'il en soit ainsi? Merci. Oui, comme vous avez dit, il y a des causes exogènes que vous avez citées, c'est-à-dire le pétrole. Mais il y a un élément aussi qui me paraît important, qu'il faut dire, qui est plus général, c'est ce qu'on appelle le terme de l'échange. C'est-à-dire la différence de prix entre ce que nous vendons, qui se déprécie sans cesse, et ce que nous achetons, principalement les machines, qui, elles, s'apprécient sans cesse. Ce qui crée donc un gap, une différence qui ne peut pas être comblée facilement. Donc il y a ces causes dont le Congo a souffert également, mais d'autres pays en ont souffert. Il n'y a pas que le Congo. D'autres continents également en ont souffert, l'Asie en a souffert, l'Afrique aussi en a souffert. Mais je dis qu'outre ces causes, il y a des causes endogènes, des causes qui ressortent uniquement au Congo, à la façon de travailler des Congolais. Ces causes sont d'abord, je crois, des causes administratives. Des causes administratives en ce sens que l'administration ne fonctionne pas normalement comme elle fonctionnait autrefois aux premières années de notre indépendance. Voyez-vous, je prends quelques exemples. La discipline dans l'exécution du budget, par exemple. Nous avions à l'époque un budget qui faisait à peine 10 milliards de francs CFA. 10 milliards. Du temps où vous étiez trésorier payeur général en 64. Ce n'est pas le premier budget que j'ai exécuté, le premier était nettement inférieur à ça. Mais parmi les derniers que j'ai exécutés, c'était autour de 12 milliards. Mais celui dont je parle, en 64, 65, était de 10 milliards. Avec un budget de 10 milliards, nous avons pu construire ce que vous voyez là, ce qu'on appelle le stade de la Révolution. Le stade que vous voyez et les voies d'accès. Le stade de la Révolution a été construit sans apport extérieur. Pas un sou emprunté à l'extérieur. Je dis bien pas un sou. Le budget faisait 10 milliards. Nous avons pu enlever aux 10 milliards 1 milliard pour faire le stade de la Révolution. Et nous n'avions pas de difficultés budgétaires. Les salaires étaient payés régulièrement. Nous n'avions pas de dettes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc avec un budget de 10 milliards. Maintenant, nous avons des budgets beaucoup plus importants. Pendant la période du boom pétrolier, on est arrivé, et je répète parce qu'il y a des gens qui ont contesté ça, les budgets ont atteint entre 400 et 500 milliards de francs CFA, je confirme. Si on additionne les recettes pétrolières, les recettes non pétrolières et les tirages sur l'emprunt, le montant affole bien les 500 milliards pendant certaines années. Je dis ça. Et pendant qu'on a eu ces montants, nous n'avons pas pu réaliser les moindres choses. Comme je disais à la conférence, nous ne pouvions même pas acheter des tables bancs pour nos enfants. C'est extrêmement grave. Donc, les causes, c'est d'abord une négligence dans l'exécution du budget. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a eu beaucoup de centres de sortie des dépenses. Et il n'y avait pas de contrôle. Autrefois, les dépenses se faisaient sur mandat. Eh bien, pendant la période pétrolière, les mandats avaient disparu, ou bien c'était devenu exceptionnel. Les dépenses se faisaient sur bout de papier, enfin, bout de papier, que l'on présente soit au trésor, soit à la caisse pour être payé. Cela n'est pas admissible. Justement, M. Milongo, tout à l'heure, vous avez parlé de l'administration qui n'a pas parfaitement fonctionné. Essayez de nous rappeler un peu l'orthodoxie financière qui prévalait à l'époque où vous étiez au Trésor public. Donnez-nous des exemples qui pourraient nous frapper aujourd'hui, car nous n'avons pas vécu ces choses-là. Essayez de nous rappeler un peu cette époque-là. Eh bien, vous savez, pour qu'une dépense puisse avoir lieu à l'époque, il fallait un mandat, et le mandat naissait dans le service. Il devait passer au contrôle financier. D'abord, au contrôle financier, ensuite à la direction des finances, et enfin, il atterrissait au Trésor.
au Trésor également, il y avait des contrôles qui étaient faits. Et quand la dépense n'était pas régulière, le mandat était rejeté. Voyez-vous, c'était ça ce qu'on appelle encore l'orthodoxie financière. Il y a des gens qui croient qu'on le fait pour embêter les autorités, pour ennuyer les autorités. Pas du tout. Pas du tout. On le fait parce qu'il faut le faire pour éviter que des dépenses qui ne sont pas régulières soient faites. Uniquement pour ça, voyez-vous. À votre avis, pourquoi cette orthodoxie financière n'est plus applicable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore le faire aujourd'hui? Absolument, c'est tout à fait possible. Ça ne dépend que de nous-mêmes. Et moi, je parie qu'il y a des agents compétents qui peuvent le faire dans l'administration à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression, moi je n'ai pas vécu ici, mais j'ai l'impression qu'on a habitué nos fonctionnaires à la facilité. À la facilité. Et ça, c'est extrêmement grave. J'avais cité des exemples à la conférence qui illustraient bien ce que nous appelions l'orthodoxie financière, mais je peux en citer d'autres. Allez-y, allez-y. Bon, je vais vous en citer d'autres. Une fois, j'ai reçu un chèque du président Massamba Déba. Un chèque qui devait être payé sur ses comptes politiques, qu'on appelle les comptes secrets. Le chèque est arrivé. Oui, la caisse noire. Le chèque est arrivé. L'agent du Trésor l'a reçu. Il est allé vérifier le compte n'était pas volé. On me l'a apporté en me disant, voilà, c'est le chèque envoyé par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de provision. J'ai dit, ben c'est pas payable. C'est pas payable. Et il est retourné. On ne l'a pas payé. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet argent, le chef de l'État? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Tout simplement, je ne sais pas. Bon. Nous vous retrouverons dans un petit instant après cet élément que nous allons lancer. Mais 7 heures à ces avancées de la journée, je n'ai pas l'intention de faire une déclaration, une longue déclaration. Je voudrais tout simplement dire quelques mots. Les premiers mots d'abord, c'est des mots de remerciement aux conférenciers et au peuple congolais pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en ma modeste personne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas l'élu d'un clan. Je ne suis pas l'élu d'une tribu. Comme vous avez pu le remarquer, des voix de diverses origines se sont rassemblées pour m'élire. Donc, je ne voudrais pas être otage d'un clan quelconque.